L'ONG Binkad a fait découvrir aux habitants de Kadiolo le moringa, une plante aux multiples vertus. Nous évoquerons aussi les grains, ces espaces d'échange très appréciés au Mali. Une équipe de reporters s'est intéressée aussi à la mendicité des talibés, un phénomène qui ne laisse aucun Malien indifférent. Enfin, dans la rubrique invitée, nous découvrirons les massaflés, une danse traditionnelle du village de Wolona au sud du Mali. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition du JTJ, le journal télévisé des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Le moringa est une plante exotique dont la culture est très répandue en Afrique à cause de ses valeurs nutritives et médicinales. Depuis 2010, le moringa a fait ses preuves dans les marmites kadiolaises grâce à l'ONG française Binkad qui œuvre pour sa promotion, cela à travers sa culture et sa transformation. Voici les reportages de Karaba Gilles Kamaté. Originaire de l'Inde, le moringa est un arbre exploité à cause de ses feuilles et graines utilisées dans les domaines culinaires et médicinaux. Basé à Kadiolo depuis 2010, l'ONG franco-malienne Binkad, avec l'appui de ses partenaires, entretient un champ de moringa de plus de 5000 pieds. Une équipe d'hommes et de femmes mise en place par Binkad est chargée de la culture, la transformation et la commercialisation du moringa, ce qui représente pour eux une source de rémunération. C'est une opportunité d'emploi et de nouvelles expériences pour nous, sinon nous étions inoccupés. Depuis février 2012, les femmes ont été formées à la transformation du moringa en vue de diversifier ses avantages pour la population. Les avantages du moringa sont énormes pour la population de Kadiolo, parmi lesquels la lutte contre la malnutrition et le traitement du diabète. Traditionnellement, en Afrique, les femmes cuisinent pour toute la famille. À Kadiolo, elles sont heureuses d'avoir le moringa pour rapporter une nouvelle saveur à leur plat. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est saka-saka à la base de la viande du mouton, les feuilles de moringa. Le saka-saka est un plat très apprécié par les consommateurs. Sa cuisson est similaire à celle des autres sauces africaines. D'abord, il faut détacher soigneusement les feuilles, les laver puis les piler. Ensuite, on fait revenir la viande dans la marmite. On y ajoute les oignons et les tomates découpées. Et une fois que l'on a bien mélangé tous ces ingrédients, on ajoute quelques cuillerées de moringa pilées. On verse un peu d'huile de palme et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à servir et déguster. Pour la santé, il y a beaucoup de protéines dans le moringa. Il y a beaucoup de vitamines. Les enfants, surtout les femmes enceintes, c'est bien conseillé pour les femmes enceintes. En effet, grâce aux qualités nutritives et vitaminiques du moringa, l'ONG ADAC, Association pour le développement et l'appui aux communautés, fait la promotion de cette plante auprès des personnes vivant avec le VIH-Sida. 100 grammes de feuilles fraîches de moringa a autant de vitamines qu'un œuf, autant de calcium qu'un grand verre de lait, autant de vitamine A qu'une carotte et autant de vitamine C qu'une orange. L'association des personnes vivant avec le VIH fait des démonstrations culinaires avec les feuilles de moringa et certains d'entre eux ont même eu à planter ces arbres-là dans leur famille pour la consommation familiale. Donc je crois que ça a sérieusement contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Grâce à toutes ces qualités, le moringa fait aujourd'hui partie intégrante de la vie culinaire de Kadiolo pour le plus grand plaisir de ses habitants. Le grain est une sorte de récréation incontournable pour la population malienne. Généralement animé par des gens de même génération, le grain constitue un lieu d'échange et de causerie relative aux préoccupations de ses membres qui se réunissent en dehors des heures de travail. Le thé constitue souvent l'élément indispensable à son bon fonctionnement. Notre reporter Aboulaye Traoré a visité quelques grains pour nous. Dans les villes et villages du Mali, il n'est pas besoin d'être très observateur pour remarquer des petits groupes de discussion, tant ceux-ci sont visibles et nombreux. Ces groupes sont communément appelés des grains. Le grain, c'est tout simplement la parcelle, la portion de parcelle que les gens occupent pour discuter leurs problèmes. C'est un lieu de rencontre entre des amis, des camarades, des travailleurs d'une même corporation ou bien de corporations différentes. Quand tu viens dans le grain, tu t'informes des situations dans la ville. Tu apprends beaucoup de choses là-bas, quoi. Les membres du grain se réunissent quotidiennement en dehors des heures de travail. Mais la présence est à son maximum durant le week-end. À partir de 18h, on vient, on échange, on discute jusqu'à l'heure des prières à 19h. Donc chacun rentre à la maison, quoi. Bon, souvent, la plupart, c'est tous les jours. Parce que si on descend seulement, s'il n'y a pas de travail, on se rencontre pour faire des causeries, on se donne beaucoup des idées. À fréquence variable, le grain est un moment propice d'échange et de recherche de solutions à toutes les difficultés inhérentes à la vie des individus. Quand tu as quelque chose, une difficulté dans ta famille, avec les enfants, avec les proches dans la cour, tu peux venir exposer le problème et puis les autres t'aident à résoudre ce problème, te donnent des conseils. Outre les causeries débats, les grains sont généralement animés autour du thé, des jeux de cartes ou des dames, mais le thé demeure l'élément indispensable dans tous les grains car de sa préparation quasi rituelle à sa consommation, il joue un véritable rôle fédérateur. Avec l'avènement du thé, le grain s'est structuré, il s'est multiplié et finalement les gens tous se retrouvent dans des grains où l'on discute des problèmes, où l'on discute de beaucoup de choses. Le thé est une boisson appréciée par presque tous les Maliens, d'autant plus que sa préparation nécessite du savoir-faire et de la patience. En effet, la première infusion de quelques feuilles de thé peut prendre jusqu'à 30 minutes. Ces feuilles sont réutilisées une deuxième puis une troisième fois, ce qui fait qu'à chaque service, la boisson a une saveur différente. Cette longue préparation a pour les adeptes du thé l'avantage de retenir les individus au sein du grain et donc de faire durer le plaisir d'être ensemble. Une fois qu'il y a le thé là, posé là, toi tu es amateur, tu dis qu'il y a le premier, donc je vais prendre le premier. Tu prends le premier, je vais prendre le deuxième, le troisième. Une fois qu'il y a le thé, si tu ne prends pas le troisième là, tu ne quittes pas. La participation au débat au sein du grain est libre et volontaire. Aucune suggestion n'est écartée. Le grain, c'est tout le monde qui parle. Parfois, il y a le désordre, on ne s'écoute même pas. Parfois. Donc cela veut dire que moi, je ne peux pas animer. Nous animons ensemble. Bon, dans le grain, il n'y a pas de rôle spécifique. Rien ne peut montrer que quelqu'un peut avoir un seul rôle dans le grain. Le rôle du grain, c'est volontaire. Une autre particularité des grains est qu'ils regroupent des membres d'une même génération et en général du même sexe. Il y a une grande différence. Si l'on prend le grain des jeunes, les jeunes ont un tempérament chaud. Souvent, il y a des écarts de langage. Il y a des caractéristiques générationnelles. On ne peut pas demander à des adultes de 60 ans, 70 ans, d'être dans le même grain que des jeunes, des adolescents de 17, 18, 21 ans. Et parce que les problèmes et les préoccupations ne sont pas les mêmes. Les jeunes, ils vont avec les femmes. Mais quand il s'agit des femmes mariées, surtout je suis avec des femmes mariées comme ça où je suis, donc on ne peut pas tellement collaborer avec les hommes, surtout en Afrique ici. Dans un monde toujours plus individualiste, les grains maliens constituent une alternative traditionnelle efficace de consolidation des liens sociaux. Les grains sont en harmonie avec notre culture, ils sont en harmonie avec notre comportement, ils sont également en harmonie avec nos habitudes et notre façon de résoudre les problèmes de la vie sociale. La mendicité des talibés est considérée par certains maîtres coraniques comme une alternative qui facilite la prise en charge de ceux-ci lors de leur formation.
Fréquemment constatée dans la formation coranique, sa pratique comporte des risques énormes pour les jeunes apprenants. Voici les reportages de Madoussou Bamba. Il s'est retrouvé par vingtaine d'adolescents chez un marabout pour apprendre les versets du Coran en vue d'une parfaite maîtrise de la religion musulmane. Venus de divers horizons, ces adolescents dont l'âge oscille entre 10 et 20 ans ont pour nom talibé. La formation coranique s'accentue sur la connaissance de la religion et la charia, c'est-à-dire les bons et l'interdit, en bref, les principes de l'islam. La formation coranique permet aux apprenants de bien prononcer l'alphabet du Coran et de connaître le sens de celui-ci. Cette formation à terme doit inculquer un mode de vie religieux aux apprenants, notamment à travers des récitations quotidiennes des versets du Coran. Cependant, certaines pratiques exercées lors de cette formation coranique font débat dans la société malienne. C'est le cas de la mendicité. C'est une façon pour le maître coranique de mettre tous les talibés sur un même pied d'égalité. Il ne faudrait pas que les talibés issus des familles aisées se moquent de leurs camarades dont les familles sont démunies. Les maîtres coraniques envoient les enfants manger dans la rue pour obtenir à manger ou de l'argent. Les parents nous laissent leurs enfants sans nous donner de quoi les nourrir. Nous sommes obligés de les envoyer manger. Je suis au courant que mon fils pratique la mendicité, mais je n'y peux rien contre, puisque je n'ai rien donné au maître coranique pour son encadrement. Donc l'enfant se soumet forcément au désir de son marabout. Les jeunes sont donc livrés à eux-mêmes et confrontés à tous les dangers de la jungle urbaine. Partout où vous passez, de Bamako jusque dans le dernier hameau du pays, vous allez voir que beaucoup d'enfants, sinon trop d'enfants, sont en train de faire de la mendicité. Ce n'est plus la formation des talibés. C'est ce qu'il faut quand même préciser à ce niveau. Et c'est dangereux non seulement pour la survie de l'enfant, c'est dangereux pour la société entière. La mendicité expose les talibés à tous les dangers. Ils peuvent être mordus par des serpents ou encore être victimes d'accidents de la route. Les risques de cette pratique sont énormes. Un jour, lors d'un voyage, j'ai vu 2 corps de talibés couverts de cartons sur la route. Ils ont été percutés par un véhicule. Pourtant, depuis septembre 1990, le Mali a ratifié la Convention internationale sur les droits des enfants. Mais jusqu'à nos jours, aucune loi n'est appliquée pour empêcher les maîtres coraniques d'envoyer leurs étudiants dans la rue. Il y a le laxisme des autorités, parce que je ne vois pas pourquoi un État qui se dit comme tel puisse s'engager au plan international et ne pas pouvoir appliquer le texte. De nombreux enfants seront encore dans la rue pendant longtemps si les maîtres coraniques et surtout les parents ne prennent pas conscience des risques qu'ils font encourir à ces premiers en les envoyant dans la rue livrés à eux-mêmes. Enfin, le Mali étant un État démocratique et régi par des lois, ces institutions doivent se montrer à la hauteur de ses responsabilités vis-à-vis de la protection des enfants. Nous arrivons à la rubrique invitée de ce journal. Bourema Ouattara se trouve à Gola-Nassé Fatorama Jekoune qui va nous parler du rôle du Massaflé dans la promotion des valeurs traditionnelles de ce village qui se trouve à 12 km de Kadjolo.
Bonsoir chers téléspectateurs. Dans notre rubrique invité, nous recevons M. Fatogoma Zié Koné. Il va nous parler du massaflé, un folklore sénoufo d'une unique valeur traditionnelle pour le village. M. Fatogoma Zié Koné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes natif de ce village, président de l'ADVN, Association pour le développement du village de Golona. Et enfin, vous êtes enseignant de formation, actuellement conseiller au CAP de Kadielo, Centre d'animation pédagogique. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le massaflé? Le massaflé est un patrimoine que nous avons tous trouvé sur place. Massaflé est un mot bambara et qui étonnerait les gens puisque ça se trouve dans un milieu sénoufo. Massa qui veut dire le roi et flé qui veut dire la flûte. C'est un patrimoine que nos parents ont ramené de la cour du roi du Kénédougou. Et cela grâce à un vieux du nom de GP Koulibaly qui, par son ingéniosité, au moment de son séjour dans la cour royale, au retour en Golona, a demandé à reprendre les mêmes notes de musique que nous conservons aujourd'hui comme un patrimoine du village de Ngolona. Alors, monsieur, quelle est l'importance du massaflé dans la tradition sénoufo? Pour montrer à un autre que nous avons de l'importance pour la personne, nous l'accueillons avec certaines notes de musique pour lui montrer que nous sommes soumis à ce roi. C'est une manière pour lui prouver notre soumission. Donc on l'accueille pour dire qu'il est réellement notre roi. C'est ça le massaflé. Voilà pourquoi dans la localité, vous remarquerez lorsqu'il y a une grande réception, on fait appel au massaflé. Dès l'arrivée de l'étranger, les premières notes du massaflé sont jouées pour lui prouver qu'il est le roi est le bienvenu. Voilà. Est-ce qu'avec l'avènement de nouvelles musiques, les jeunes aiment toujours danser le massaflé? Les jeunes ont tendance à tourner dos au massaflé ou bien à donner des pas de modernisme au massaflé. Or, tel n'est pas l'objectif du massaflé. Le massaflé, c'est une danse purement traditionnelle et c'est une danse guerrière puisque l'accueil avec la musique d'abord pour montrer au roi que nous t'accueillons, tu es notre roi. Et quand le roi venait s'installer, donc on lui faisait aussi d'autres pas de musique, des danses guerrières. Ce n'est pas seulement accueillir le roi pour lui prouver qu'il est roi, mais pour lui prouver aussi que nous sommes de retour de guerre et nous avons un butin à vous présenter. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Fatogoma Zié Koné. Nous avons évoqué les rôles du massaflé dans la promotion des valeurs traditionnelles du village. Nous allons nous quitter avec quelques images de massaflé. Merci à toi, Brema, et à ton invité pour cet entretien qui nous a bien éclairé sur les massaflés. C'est maintenant l'heure de la météo avec notre cher Abdelaziz Berté. Abdelaziz, c'est à toi. Bonsoir Anna, je ne vais pas te donner la météo de Kadielo parce qu'au Mali fait très chaud, tellement le soleil brûle, donc je suis en Alaska, je suis même devenu l'ami des loups. Regarde bien, je suis à l'aise, tellement que je suis à l'aise, je n'ai même pas besoin de tout ça là. Yangari, yorate yambo, neteta, yarashitu, yangari, yorate yambo. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, l'été est prêt, je t'apporte le bon thé du Mali. C'était la météo, à vous les studios. Merci à toi, Abdelaziz, pour ce bon moment. J'espère que tu n'as pas attrapé des rimes avec la climatisation du studio.
Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette deuxième édition du journal télévisé des jeunes de Kadiolo. Toute l'équipe se joint à moi et vous dit au revoir et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Thank you.